Bonjour à tous et bienvenue à cette plénière de la dernière journée du salon Stratégie Client 2015. Notre timer va partir. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir autour de cette table à ma gauche Aude Delaval qui est directrice de la relation client de Conforama, Olivier de Mendez qui est directeur général de Starbucks France et Olivier Pernaut qui est directeur relations clients et opérations marketing du groupe Cégide. Alors, peut-être d'entamer les débats, et peut-être pour poser la problématique, je voudrais vous présenter quelques slides. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Thierry Spencer, je suis auteur d'un blog qui s'appelle sensduclient.com depuis 2006. Vous y découvrirez des articles en libre accès, des chroniques de livres, des synthèses d'études et au total 650 articles depuis 2006 dont vous trouverez dans quelques semaines évidemment les comptes rendus de toutes ces tables rondes. Alors pour poser le sujet, je me suis dit que rien de tel que des chiffres puisque vous adorez ça. Alors c'est pas facile de trouver à vrai dire des études sur l'engagement, le lien entre l'engagement des collaborateurs et la satisfaction client, puisque ça va être le thème de notre table ronde. Néanmoins, il existe une étude de British Columbia qui a prouvé effectivement ce lien entre, vous le voyez ici, l'engagement fort des collaborateurs et la satisfaction client qui est à 80 points ici, et puis à un engagement faible des collaborateurs, malheureusement, eh bien, il y a une chute quasiment de plus de 20 points de la satisfaction client. Voilà pour le premier chiffre. Alors je demanderai à nos invités de commenter ces chiffres et de nous dire ce qu'ils en pensent. Et puis un autre point intéressant, c'est que ce que nous révèle aussi cette étude, qui elle aussi est en libre accès sur Internet, donc vous tapez BC Stats et engagement des employés, et vous verrez que cette étude nous montre que lorsqu'on gagne 2 points d'engagement des employés, eh bien on ne gagne, si je puis dire, qu'un point de satisfaction client. Et on pourrait presque dire que, eh bien, en interprétant ce chiffre, c'est que on voit bien que dans un effort de stratégie client dans une entreprise, d'orientation client, eh bien, on voit que finalement le focus doit être fait davantage sur le management, bien sûr, hein, et donc l'engagement des collaborateurs, ce qu'on a hier, dans les autres tables rondes et même depuis le début de ce salon stratégie client, on a beaucoup parlé de symétrie des attentions, hein. Vous savez qui est un postulat comme quoi la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management. Enfin, on aura l'occasion certainement d'en parler à plusieurs moments dans cette table ronde. Et puis un dernier point qui est issu d'une étude qui elle aussi est en libre accès sur Internet, qui s'appelle le baromètre Culture Service, qui a été publié par l'Académie du Service il y a quelques mois pour sa 2e édition. Et vous voyez ici en regard le point de vue des clients sur votre gauche et puis le point de vue des employés sur votre droite. Et là, il s'agit en fait d'une étude faite sur un échantillon représentatif de la population française, toutes les personnes au service des clients. Et vous voyez, on leur a posé un certain nombre de questions, et notamment sur des attitudes de service. Donc le point de vue des clients sur la qualité de service, eh bien, vous voyez en haut à gauche, eh bien, il déclare l'attitude de service la mieux notée est « ils sont compétents ». Et puis en regard, chez les collaborateurs, au contact des clients, alors je vous rappelle qu'un Français sur 2 est en contact avec un client, avec un patient ou avec un usager, et l'attitude de service la mieux notée est la résolution du problème de nos clients est une priorité. Donc d'un côté, vous avez des clients qui reconnaissent qu'ils ont face à eux des gens plutôt compétents, et puis de l'autre, chez les producteurs de services en quelque sorte, eh bien, vous voyez qu'ils ont à cœur de bien faire leur métier, de bien rendre service aux clients. Alors, dans les attitudes de service les moins bien notées, donc vous voyez les pavés orange, alors à gauche du point de vue des clients, l'attitude de service la moins bien notée est « ils ne sont pas capables de s'affranchir des règles pour me satisfaire ». C'est-à-dire qu'il y a comme un appel de la part des clients à une plus grande liberté, à une plus grande autonomie, à une plus grande agilité chez les personnes qui sont à leur service.
Et puis de l'autre côté, eh bien, pour vraiment introduire ce sujet, on est bien là au cœur de cette symétrie des attentions. Eh bien, l'attitude de service la moins bien notée, alors que là j'ai transformé en négative, hein, c'est la satisfaction des clients, des salariés n'est pas aussi importante que celle des clients. C'est donc le constat, et c'est donc presque un appel de la part des collaborateurs de dire, eh bien, occupez-vous de moi, prenez soin de moi, et je prendrai soin, des clients. Voilà ce regard croisé, hein, le point de vue des clients et des employés sur les attitudes de service. Donc voilà pour cette introduction. Vous avez hâte, comme moi, d'entendre maintenant nos invités. Et je vais commencer par Aude de Laval. Alors je crois que presque tout le monde ici connaît, puisque vous avez une notoriété évidemment phénoménale sur le marché français, Conforama. Vous êtes donc la directrice de la relation client de Conforama. C'est peut-être le moment de présenter à la salle, eh bien, où vous en êtes aujourd'hui, peut-être donner quelques éléments. Je crois que vous avez préparé quelques slides, donc je vais vous donner ici la télécommande. C'est à vous. Alors, Conforama, je suis quasiment jumelle avec Conforama. On n'a pas tout à fait 50 ans, l'un et l'autre. C'est donc un acteur majeur de l'équipement de la maison. Alors c'est marrant parce que la photo, j'ai quand même mis une photo avec un palmier. C'est un petit clin d'œil. Pendant très longtemps, Conforama a été connu pour son logo avec le palmier, mais a changé de logo. Et je vous ai mis une autre photo, qui est une photo où je vous invite à aller. C'est notre flagship. C'est notre magasin de l'Étoile. Et ces deux photos montrent aussi toute la rénovation, toute la transformation qui est en marche dans l'enseigne Conforama, qui, avec ses 50 ans, est en train de gagner un vrai vent de jeunesse. Il est en haut de l'avenue de la Grande Armée, c'est ça? Oui, exactement. C'était un magasin Serap avant? Ah, je crois que ça fait un dont petit j'étais lien avec directeur toi. marketing. Voilà, Mais voilà, c'est ça. Exactement, tu connais bien ce magasin. Même si il y a une grande transformation, Conforama reste très cohérent par rapport à son offre initiale. Donc c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder au confort chez soi et avec un excellent rapport qualité-prix. Et même pour la petite histoire, quand il y a 50 ans, Conforama s'est lancé, c'était le premier à proposer en France les meubles à plat. Alors, vous savez quoi, un meuble à plat? C'est le meuble à monter soi-même. Et il y a toujours eu cette notion d'innovation et pour rendre accessibles les produits. Dans les deux atouts de Conforama, il y a le discount et il y a la proximité. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est populaire et on assume et on est très fiers de notre statut populaire. Quelques chiffres, Conforama, c'est 3 milliards, un peu plus de 3 milliards dans le monde. On est présent dans 7 pays. Les 2/3 du chiffre d'affaires sont faits en France. Plus de 13 000 collaborateurs, 291 magasins, mais quand même 212 magasins en France. Et en fait, on dit qu'il y a tout Français, 90% des Français sont à moins de 20 minutes d'un Conforama. Donc une réelle proximité. Il y avait aussi sur cette slide le changement d'actionnaire, c'est bien ça, parce que Tu as raison. Vous étiez dans le giron de Pinot Printemps Redoute, qui s'est rebaptisé en Kering, Oui. et maintenant dans le giron de Steinhoff. Alors Steinhoff, c'est assez rigolo parce que Steinhoff, qui est pas très connu en France, qui est un grand distributeur sud-africain, c'est le 12e même en rang mondial. Et Conforama passant dans le giron de Steinhoff, a grillé Kering. On est juste devant Kering, donc anciennement PPR, hein, donc 12e distributeur mondial. Et tu as raison d'insister parce que c'est un actionnaire long terme. Et c'est un réel confort d'être accompagné par un actionnaire qui est là pour longtemps et qui nous accompagne dans notre stratégie. On est le 2e du marché. On a été longtemps premier. Il y a un grand que vous connaissez qui s'appelle Ikea qui nous a dépassés. Qui est dans la salle d'ailleurs. Qui est dans la salle. Bon, bonjour. Bonjour Pierre. Donc avec 15,7% de part de marché. Et là où on est très fiers, c'est que c'est un marché qui est en décroissance depuis 3 ans, mais dans lequel Conforama gagne des parts de marché sur ses concurrents. Et un petit peu de chiffres, parce que c'est quand même intéressant pour voir ce que représente Conforama. Un matelas sur 3 en France est vendu par Conforama. Un lave-linge sur 7, une cuisinière sur 4. Donc en fait, on est présent déjà chez vous.
Et j'oubliais, il ne faut pas oublier une grande originalité de Conforama, notamment dans ce secteur, une part importante d'Internet, et c'est une vraie grande richesse, et notamment en termes de relations clients, d'avoir cette offre multicanale. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors j'ai un message pour la régie. On ne voit pas le décompte, alors je sais que c'est beaucoup moins stressant pour nous, mais en même temps ça pourrait nous aider à avoir le décompte ici sur l'écran. Merci beaucoup, je sais que ça vous plaît de ne pas avoir de décompte. Mais... Alors, Rémi Pernaut, merci de nous avoir rejoints ce matin. Donc, on a voulu, dans cette édition 2015, donner la parole aussi bien aux entreprises opérant dans le secteur grand public, B2C, que aux entreprises s'adressant aux professionnels. Alors, vous êtes aujourd'hui le représentant de Cegid. Alors, peut-être peu de personnes ne la connaissent, peut-être des professionnels qui font appel à vos services. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur Cegid ? Oui, bonjour à tout le monde. Donc Cegid, c'est une entreprise qui a 30 ans d'âge, qui est pilotée par Jean-Michel Aulas, donc qui est aussi président de l'OL, donc de l'Olympique Lyonnais. Qui a fait la fête hier soir. Donc. Voilà, on a gagné hier soir, d'autres n'ont pas gagné, bon, ça arrive, hein, des fois c'est l'inverse. Donc Cegid, on est éditeur, on est le plus gros éditeur européen de gestion en mode SaaS aujourd'hui. On adresse les marchés. Alors, qu'est-ce que signifie le mode SaaS ? Le SaaS, c'est Software as a Service, c'est ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une approche de consommation de services et non plus une approche d'utilisation de produits on-premise, c'est-à-dire chez soi. Donc l'Internet est présent aujourd'hui dans nos différentes solutions. On adresse les marchés qui sont des marchés, ce qu'on appelle chez nous verticaux, c'est-à-dire on adresse les marchés du retail, les marchés de l'expertise comptable, les marchés du manufacturing, du trade and services, et puis au-delà de ça, on adresse les métiers que sont les métiers de la fiscalité, des ressources humaines ou bien la finance. Alors plus qu'un éditeur, en fait, ces derniers temps, Cegid est devenu un fournisseur de services cloud à ses clients pour les accompagner dans leur transformation numérique. On a pour ça 3 promesses et donc 3 valeurs qu'on décline en entreprise qui sont la performance, l'agilité et la confiance. Voilà les piliers sur lesquels on s'appuie. Alors quelques chiffres, quelques points de repère, et je vais être assez court. C'est aujourd'hui 120 000 clients. On a 9 clubs utilisateurs. On a plus de 210 000 enquêtes clients réalisées par an, plus de 2000 collaborateurs, 15 sites à l'international. Et en plus de ça, on a, notre chiffre d'affaires est de 267 millions d'euros en 2014. Donc on est une ETI française et fière de l'être. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Olivier de Mendès, vous êtes à la tête de la filiale française d'une entreprise qui est souvent citée lorsqu'on parle d'expérience client. Vous fêtez vos 11 ans en France cette année. Alors, parlez-nous de Starbucks France. Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler de Starbucks France, je vais juste parler quelques secondes de Starbucks Monde. Starbucks est une société qui a été créée il y a 43 ans, 1971, par des personnes qui étaient fans de littérature et qui se sont découverts une passion pour le café. C'était une société qui distribuait à la base du café en grains, du thé et des épices. Donc ce n'était pas du tout le modèle qu'on rencontre aujourd'hui chez Starbucks. Au début des années 80, en 1982, ils ont recruté un directeur en marketing qui s'appelait Howard Schultz, qui aujourd'hui est le patron de Starbucks. Cette personne est partie en Italie, et c'est en Italie qu'il a découvert ce que l'Europe avait à offrir en termes de services clients au niveau des cafés. Il est rentré aux États-Unis avec plein d'étoiles dans les yeux et il a ouvert le premier Starbucks tel qu'on le connaît aujourd'hui, après avoir durement négocié avec ses patrons pour qu'ils lui laissent sortir du retail tel qu'il était pour faire ce qu'il voulait faire. Au bout d'un an, voulant développer cette manière de servir le café, il a été obligé de démissionner parce que ses patrons ne souhaitaient pas continuer à développer ce type de point de vente. Il a quitté Starbucks, qu'il a racheté 2 ans après pour 3 millions de dollars. Après avoir beaucoup bataillé pour trouver les financements. Aujourd'hui, c'est une société qui pèse 13 milliards de dollars, qui représente 200 000 personnes dans le monde, ce qu'on appelle chez nous des partenaires, et on reviendra plus tard sur la raison pour laquelle on appelle nos employés des partenaires, et qui est présente dans à peu près 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, Starbucks est arrivé en France en 2004, en janvier 2004, premier Starbucks ouvert en avenue de l'Opéra. Nous avons à présent 101 Starbucks en France, principalement Paris, région parisienne. 80% des emplacements sont à Paris en région parisienne.
Et nous avons 2 modes pour l'instant de développement qui sont le développement propre, avec des Starbucks qui appartiennent à la filiale France, et des Starbucks qui sont en licence dans les gares, les aéroports, et avec quelques partenariats structurants comme les Galeries Lafayette. Et le gros point de développement cette année sur Starbucks, ce sera l'ouverture de Starbucks en franchise, avec des points de vente en franchise qui devraient s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors, je vous rappelle que vous pouvez rendre cette conférence interactive en envoyant soit un SMS au numéro qui est indiqué de part et d'autre ici de la scène, ou réagir sur Twitter avec le hashtag StratégieC. Et nous ferons un tirage au sort parmi les tweetos de cette séance. Et le gagnant recevra un livre « Servir ou disparaître » de Jean-Jacques Gressier. Alors, deuxième question. Aude de Laval, on a vu les quelques chiffres que j'ai présentés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, c'est une évidence. Et alors, on parle là d'engagement et de satisfaction. Moi, j'aime bien quand il y a des notions un peu abstraites comme ça, remettre ça sur des notions beaucoup plus concrètes. Et c'est le petit marchand. Quand on va chez un marchand, on retourne, bien sûr, parce qu'il a un bon produit, mais c'est aussi parce que c'est celui qui nous connaît, qui va nous dire « Ah, j'ai Madame de Laval, il me reste de l'onglet, je vous l'ai mis de côté, etc. » Donc, cette notion de satisfaction, elle est bien sûr liée à l'engagement, à la connaissance, à la personnalisation qu'a le commerçant en face. Et ça, c'est vrai dans une petite boutique, mais c'est vrai, et c'est un peu plus difficile dans des plus grandes entreprises. Oui, parce que dans la petite boutique, il n'y a que quelques collaborateurs qui sont engagés derrière le patron de la boucherie du coin. Et dans une grande boutique, il y a ceux qui sont en face du client, mais il y a aussi tout le back-office derrière. Et on parlait de... moi, c'est ça, ce qui m'évoque tes chiffres, là, le +2, le +1. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la déperdition. Parce que, en fait, donner de l'agilité pour faire la grande satisfaction, c'est aussi partager des valeurs. Et ben là, c'est un peu moins facile. C'est plus à démontrer que de dire tu m'appliques telle et telle procédure. Donc, pour arriver à ce petit extra miles, le petit truc en plus de Belzen, là, qui va faire que le vendeur, la personne au SAV va s'adapter au client, va dire tu veux le lave-linge là ? Ah, mais attends, je vais te poser d'abord 2-3 questions. Vous avez combien de personnes dans votre famille ? Ah, vous avez 3 garçons. Ils ont quel âge ? Ils font plutôt du foot alors. Oh, non, c'est pas cette machine-là qu'il vous faut, c'est celle-là, parce que celle-là, elle va être. Vous allez faire une machine par jour, grosso modo. Donc faire ce petit pas de plus, ça nécessite d'avoir des employés engagés et tout au long de la chaîne, le front office, mais également le back office, pour gagner justement de l'engagement et de la valeur. Alors on aura l'occasion de revenir en détail maintenant. Rémi Pernaut, alors votre point de vue en tant que professionnel au service d'autres professionnels sur ces chiffres ? Tout simplement, moi je dirais que ce que ça démontre, c'est que l'engagement collaborateur, ça rapporte. Et quelque part, quand on investit au niveau des collaborateurs, on fait une grande partie du chemin vers la satisfaction et la fidélisation client. En fait, c'est créer quelque part un environnement propice, un cercle vertueux qui est que un collaborateur satisfait, c'est un client satisfait. Donc à partir de ce moment-là, forcément, même si c'est une démarche de longue haleine, c'est quelque part développer les résultats de l'entreprise. Voilà en gros ce que m'inspirent ces chiffres-là, ce que j'ai l'habitude d'incarner ou de dire à travers le fait que quand on se lance dans une démarche relation client, on se lance en fait dans une course qui est plutôt un marathon et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée à ce marathon-là puisque c'est une remise en cause permanente. Donc l'important, c'est d'avoir des bons moments de ravitaillement pendant cette course-là pour tenir la durée. Et donc c'est cette dynamique d'engagement client à réingénierer, à réoxygéner en permanence. Voilà, c'est ce que ces chiffres me laissent penser. Très bien. Alors Olivier de Mendès, est-ce que vous avez des commentaires sur ce que j'ai présenté en introduction ? En tant que client, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement, on préfère toujours être reconnu et avoir quelqu'un qui est sincère et qui est accueillant avec nous plutôt que d'avoir quelqu'un qui est froid et qui veut juste nous vendre quelque chose. Je pense qu'on voit de plus en plus cette tendance se développer, notamment dans le retail, puisqu'on parle de plus en plus d'expérience client. Les gens sont moins sur des points de vente que sur des endroits où on fait vivre une expérience client. Ça se voit dans toutes les rénovations qu'on peut voir dans la plupart des grands réseaux de distribution. On l'a vu sur Conforama, on est vraiment plus sur créer une expérience pour apporter quelque chose de nouveau pour les clients. Et c'est vrai que
on passe de plus en plus de vendeurs à conseillers, en fait. Et je pense que c'est la vraie tendance actuellement, c'est qu'on veut passer de je vends quelque chose à je conseille un produit à une personne. Et c'est vrai, c'est une vraie tendance de fond et c'est tant mieux pour les clients. Alors on pourra développer ces points. Alors Aude de Laval, peut-être avant d'aborder vraiment la partie d'engagement des collaborateurs, l'idée nous est venue quand on a échangé pour préparer cette table ronde de vous faire témoigner sur votre point de vue. Parce que vous avez un point de vue un peu unique quand je regarde votre parcours, parce que ça fait des années qu'on se connaît bien sûr, parce que vous avez travaillé dans plusieurs entreprises différentes, 3 concepts complètement différents, toujours dans la distribution. Alors, est-ce que vous pouvez faire des parallèles et puis citer bien sûr ces trois concepts différents, certains parallèles ou des divergences à propos d'orientation client? Alors, en fait, depuis 10 ans, je suis dans la relation client, longtemps chez Yves Rocher, puis chez Cdiscount et enfin donc chez Conforama. Je vais commencer par les points communs. Le premier qui est évident, c'est le discount. Et bah oui, on est discounter, c'est-à-dire qu'on propose des prix très optimisés, mais c'est pas pour ça qu'on va faire un mauvais service. En fait, le client, il est aussi un peu schizophrène. C'est pas parce qu'il a le prix qu'il veut pas le reste. Donc c'est une obligation, et on est légitime là-dessus. C'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on a des marges qui sont pas forcément les mêmes que quelqu'un qui est en dernier quartile. Mais c'est juste une nécessité. On n'est pas la galerie Farfouille, donc il faut une super relation client. Ceci dit, il y a quand même l'extra balle qui est quand on délivre le bon niveau de service, ça peut faire encore plus de waouh que dans une entreprise qui a une offre avec un positionnement plus élevé. Deuxième point commun, les valeurs émotionnelles. Et ça, c'est quand même important. Quand vous êtes dans le domaine de la beauté, et quand vous êtes dans le domaine de la maison, vous embarquez des choses et vous pouvez faire des choses. Vous sortez du transactionnel et c'est très riche en termes de relations clients. Troisième point commun, la France. Que ce soit Yves Rocher, que ce soit Cdiscount, que ce soit Conforama, c'est aussi, on travaille d'une manière différente. Quand on est, ça veut dire que c'est moi qui définis tous mes outils. On est proche des circuits, des circuits de distribution et ça fait quand même travailler d'une manière différente. Après, il y a plein de points différents. Le premier, c'est l'histoire. Yves Rocher, ça a commencé par la VPC. Qui veut dire VPC? Veut dire client, mais au cœur. On connaît chacun des clients, on connaît absolument tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'on lui a proposé. Et quand Yves Rocher est passé après au monde des boutiques, il a continué le même système, à tout connaître, parce que très poussé par le marketing direct. C'est vrai que je dis souvent que Yves Rocher est historiquement la première enseigne multicanale. Ah mais complètement. Enfin, en ayant déjà à la fois la vente à distance et la vente en magasin. Et du coup, quand Yves Rocher est passé sur Internet, ça a été une transition très, très simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'Yves Rocher est aussi fort et de très loin le numéro 1 en cosmétique. Et Cdiscount, pure player, je ne suis pas sûre que tous les pure players au départ étaient très centrés clients, parce que c'était très centré sur la vitesse de développement. En revanche, les gros pure players ont dû sauter dans le bain du client très rapidement. Et ils s'y sont tous mis parce que, en tout cas, Cdiscount, qui était peut-être, je pense que dans la salle, il y en a eu qui ont eu des mauvaises expériences. C'est un énorme changement. Le client est partout maintenant chez Cdiscount. Et chez Conforama, la culture, elle est quand même un peu différente. C'est le retail, un réseau très dispersé et une différence aussi qui est forte. Bon, le produit, bien sûr, en premier. Et avoir une grande boutique, parce que les plus grands magasins ont 150 employés, c'est pas pareil qu'une boutique Yves Rocher où il y a 3-4 personnes en franchisé, tout proche du client, tout proche de ses collaborateurs. Et j'oubliais le produit. Parce qu'on peut parler de relations clients, de service client, mais le produit, il fait une différence fondamentale. Le produit en termes d'encombrement, en termes de difficulté, en termes de complexité, en termes de prix de vente, en termes de marge, en termes de valeur émotionnelle, la relation client entre un secteur et un autre peut être absolument... En termes de fréquence d'achat, ça entraîne forcément une relation client qui n'est pas du tout la même. Alors Rémi Pernaut, vous avez reçu récemment le titre élu service client de l'année.
c'est en fait la consécration d'un effort de plusieurs années, et notamment un programme qui s'appelle le Customer Power. Alors on a déjà eu l'occasion d'en parler ici même il y a quelques années, c'était le tout début, et aujourd'hui dans cette table ronde, c'est le moment de revenir un petit peu sur ce programme, et notamment sur ces 5 piliers. Est-ce que vous pourriez nous les développer et les partager avec nous? Avec plaisir. Donc on a effectivement initié en 2010 un programme dans l'entreprise appelé Customer Power. Donc l'idée est née en fait de fédérer l'ensemble des collaborateurs, quelles que soient leurs origines, leur métier, leurs fonctions, autour d'une expérience client homogène. Et en fait, à l'époque, on a fait le pari, à l'instar de Vinet Nayart, Employees First Customer Power. Oui, Vinet Nayart, c'est l'ex-président de HCL Technologies, et certains dans la salle ont peut-être lu son livre, hein, les employés d'abord, les clients ensuite. Voilà, donc l'idée c'était, en partant de ce constat-là, donc commençons par travailler auprès de nos collaborateurs, et puis réinventons avec eux l'expérience client, la relation client. Alors pour ça, on a construit ce programme-là, on s'est appuyé sur 2 principes simples qui étaient, un, mobiliser l'ensemble des collaborateurs, et le deuxième, c'est transformer les usages et la pratique. On a donc lancé en même temps 5... Allô, allô? Oui, ouais. Il faut pas mettre la main sur l'antenne. Voilà, qui se comme trouve ça, en bas. Marchera mieux, je vais le tenir comme ça. Donc 5 piliers. Donc 5 piliers à ce programme. Le premier sur lequel on a travaillé, c'est la culture. Comment partager ensemble dans l'entreprise la vision du client, dans un contexte d'entreprise où en 30 ans, il y avait eu 35 rachats, donc des cultures d'entreprises différentes. Et donc, comment partager de façon commune cette vision client-là. Deuxième pilier sur lequel on a travaillé, c'est le pilier de management. C'est-à-dire que le risque de lancer ces programmes-là, c'est souvent de rester dans l'incantation ou rester dans la communication interne. Et donc, l'idée, c'était de bien faire en sorte que les collaborateurs vivent cette transformation dans leur quotidien. Pour ça, on a mis en place tout un dispositif d'enquête client, les 210 000 enquêtes dont je vous parlais en début de conférence, où chaque évaluation du client de type très insatisfaction redescend directement en temps réel au niveau des collaborateurs qui ont, à travers un programme appelé Alerte 48 heures pour recontacter le client et puis déterminer avec lui le plan d'action et l'engager par écrit. Donc ça, c'était la vision management. Le troisième axe, ça a été de travailler sur la formation. On est dans un monde où les compétences, et notamment le digital, bouleversent les compétences et les usages. Donc on a commencé par construire une école de formation qui a adressé nos 5 principaux métiers, qui sont le métier du marketing, du développement, des ventes, du support et du consulting. Et puis on est en train de faire vivre cette école-là en rendant par exemple, en mettant à disposition de l'ensemble des collaborateurs ce qu'on appelait l'open formation, c'est-à-dire que toute session qui n'est pas complète aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs en ont connaissance et peuvent s'inscrire s'ils le désirent et remplir les sessions. Et puis on vient d'ouvrir il y a maintenant 2 mois des MOOC. Et donc là aussi on incite nos collaborateurs. On peut dire rapidement ce qu'est un MOOC. Alors le MOOC, c'est le fait de pouvoir consommer à distance de la formation. Donc là on est dans l'usage digital. Donc le collaborateur peut consommer quand il veut, et il y a tout un cycle comme ça de conférences, de lectures et ensuite d'examens, et qui permettent comme ça aussi à nos collaborateurs de vivre l'expérience digitale et donc la pratique digitale. Ensuite, on a travaillé sur les outils de la relation client, c'est-à-dire on peut parler de relation client, mais si nos collaborateurs ne sont pas dotés d'outils qui leur permettent d'avoir cette vision 360 ou de suivre ce parcours client, on est dans l'incantation que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a beaucoup investi sur des outils de type CRM, sur des outils de type marketing automation. On a aussi fait en sorte, on parle beaucoup de réactivité, et donc les clients sont de plus en plus demandeurs de réactivité. Donc on a mis en place aussi des outils de chat interne pour fluidifier la relation entre les collaborateurs et éviter les échanges de mails et donc trouver une autre façon de servir et de servir plus vite.
Et enfin, le dernier pilier de ce programme-là, c'est un pilier sur l'environnement de travail. Comment faire en sorte pour que nos collaborateurs se sentent bien dans l'environnement de travail. Et là, on a lancé un programme qui est porté aujourd'hui directement par notre directeur général, donc Patrick Bertrand, qui s'appelle Kiffe ta boîte. L'idée de ce programme-là, c'est au départ un programme architectural qui est devenu aujourd'hui un véritable outil de transformation dans la relation entre les collaborateurs avec leurs clients. C'est-à-dire qu'il y a l'outil de travail, mais il y a aussi le fait, par exemple, on a regroupé nos sites parisiens, l'idée de casser les silos qui étaient des silos de business unit liés au marché qu'on adressait, et l'idée de regrouper, par exemple, les consultants ensemble, les commerciaux ensemble, les équipes support ensemble, les marketeurs ensemble, pour que les uns et les autres partagent sur la bonne pratique. Voilà. Oui, ce qui est assez remarquable dans ce programme, c'est que, effectivement, comme vous le voyez, on est vraiment au cœur du sujet. Hein. C'est entre l'engagement des collaborateurs et la satisfaction des clients, hein, Customer Power et Kiffe ta boîte. Donc, c'est avancer avec ces deux axes. Merci beaucoup pour ce témoignage, Rémi Pernaut. Alors, Olivier de Mendès, vous êtes donc le patron de Starbucks pour la France. Pour ceux d'entre vous qui fréquentent cette enseigne, vous avez certainement remarqué que les collaborateurs ont un tablier vert. Ce tablier vert, en anglais, on dit un green apron. Et ce que vous savez peut-être pas, ce que j'ai découvert il y a très peu longtemps, c'est que chaque collaborateur a un petit livre qui s'appelle le Green Apron Book. Et en fait, Olivier de Mendès, je voudrais vous interroger sur ce petit livre. Je crois même que vous avez le vôtre, hein, puisque chaque collaborateur a son livre. Et dites-nous quels sont les secrets du Green Apron Book et en quoi il est finalement connecté à cet objectif d'engager les collaborateurs. Il a la forme d'un passeport, c'est ça. À l'intérieur, on y trouve un certain nombre d'images. Dites-nous, parlez-nous de ce Green Apron Book, ce livre du tablier vert. Alors en fait, le Green Apron Book, c'est un petit livret qui est remis, c'est notre petit livre vert à nous. C'est un petit livret qui est remis à chaque collaborateur au moment de son entrée chez Starbucks. C'est pas très volumineux et vous avez en fait une présentation des valeurs de la marque qui se présente sous une forme de double page avec la valeur, ce qu'elle représente, une petite photo qui correspond, et vous avez à l'intérieur des explications sur ce qu'on attend des collaborateurs au quotidien dans la manière dont ils vont engager les partenaires. Donc vous avez un certain nombre de bullet points avec ce à quoi correspondent en fait chacune des valeurs. C'est très important pour nous parce que c'est une manière pour nous de garantir que chaque partenaire se verra inculquer les valeurs de la marque, verra comment est-ce que ces valeurs doivent être vécues et dont on doit les faire vivre au quotidien avec les clients et en interne. Et ensuite, ça nous permet d'avoir une constance dans la manière dont les clients sont approchés, quel que soit le Starbucks, partout dans le monde. Alors, ce Green Apron Book ne vit pas seul, il vit également avec ce qu'on appelle des Green Apron Cards. Donc, ce sont en fait des cartes. Vous les avez apportés aussi. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors on les voit pas non plus. Non, on les voit pas. Donc en fait, ce sont des cartes qui reprennent là encore chacune des valeurs. On vous remet un paquet de cartes au moment où vous entrez chez Starbucks. Et le principe, c'est qu'au dos de chacune des cartes, vous avez un petit espace sur lequel vous pouvez remplir un petit mot pour la personne que vous allez voir dans un Starbucks qui a un comportement qui représente une des valeurs. Donc je vous explique. Vous allez dans un Starbucks, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, ou vous venez juste voir comment ça se passe. Ça vous est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Mais arrivé, le dernier, c'était la semaine dernière. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui travaille avec moi sur la ville de Marseille. Et on a un partenaire qui était derrière le bar. Il n'y avait pas grand monde dans le Starbucks, c'était une période creuse. Il est venu et il nous a fait une dégustation café. Donc il nous a apporté son café préféré, il nous a apporté un morceau de muffin pour aller avec, et il nous a présenté son café préféré en nous disant pourquoi il l'aimait, qu'est-ce qu'il aimait dans le café, et pour nous faire partager sa passion pour le café. Et ça nous a tellement plu qu'en fait on a sorti la carte passionné, qui est une des valeurs de la marque. On a rempli un petit mot avec la personne avec qui j'étais, on l'a signé tous les deux, on lui a remis. Donc le principe, c'est que ces petits mots sont ensuite, on fait une photographie de la personne à qui on remet la Green Apron Card avec la personne qui lui remet. Cette photo est publiée dans une newsletter qu'on envoie toutes les semaines. Et surtout, cette Green Apron Card est ensuite affichée dans le back-office. On a créé ce qu'on appelle un Green Apron Tree, qui est en fait un arbre sur lequel sont représentées les 5 valeurs principales. Et chaque partenaire qui a reçu une carte correspondant à une valeur
scotche la carte au niveau de l'arbre, dans la partie de l'arbre qui correspond à la valeur concernée. On a constaté que c'était très important pour les partenaires parce qu'ils se sentent valorisés par rapport à la reconnaissance qu'ils ont de ce qu'ils ont fait au quotidien, ce qui leur paraît eux être normal, mais ce qui nous paraît être quelque chose qui véhicule les valeurs de la marque. Donc ces cartes existent dans toutes les langues et vous avez souvent des visiteurs du monde entier qui viennent dans les pays pour voir un petit peu comment ça se passe dans les autres pays, et quand ils voient quelque chose, ils remettent une carte. Donc vous avez aussi un côté un petit peu collector pour avoir les cartes, non seulement les 5 cartes en français, mais aussi les cartes dans les langues différentes. Donc c'est très important pour les partenaires parce qu'il y a vraiment un sens de reconnaissance, et ça crée aussi une émulation au sein des partenaires qui eux aussi veulent être reconnus et avoir une carte qui démontre que eux aussi connaissent les valeurs de la marque et les font vivre au quotidien avec les clients. Alors tout à l'heure, on fera un parallèle avec justement la partie client. Merci de nous avoir révélé ces deux pépites. Et on verra tout à l'heure comment est-ce que dans notre culture française, on peut l'intégrer. Alors, une quatrième question pour vous, Aude de Laval. Vous évoquiez dans le point précédent les caractéristiques objectives et différences entre les enseignes, notamment celles que vous avez fréquentées. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de l'importance du management et aussi de la dimension de la complexité du service rendu aux clients? Parce que c'est très différent, surtout dans les 3 enseignes dans lesquelles vous avez vécu. Je dirais même dans le parcours, je trouvais que c'était compliqué chez Yves Rocher. Je trouvais que c'était très compliqué également, encore plus compliqué chez Cdiscount. Et finalement, je me dis, je vais de pire en pire dans la complexité. Parce que le mascara, on passe du mascara au lecteur de Blu-ray et maintenant on monte des cuisines. Voilà, et on ne répare pas un mascara qui marche pas. On le remplace ou on le rembourse. Et on a moins de problèmes de pose de mascara que de problèmes de pose de cuisine parce qu'il y a le service qui va après. Je donnerai un exemple de complexité pour revenir sur le web. On est clairement une enseigne multicanale et c'est pas sans complexité, tous les phénomènes de repos, de store roaming, etc. Et je pense que c'est l'archétype de là où le management doit être très présent, à trois niveaux. Un, pour donner du sens aux collaborateurs. Parce que le collaborateur, quand il voit un client Internet, ou quand il entend parler de la partie Internet, il dit « ça, c'est eux nos concurrents, ils nous piquent nos clients ». Et c'était pareil d'ailleurs chez Yves Rocher. Le plus grand concurrent des magasins, c'était bien sûr la VPC, puis etc. Et donner du sens à nos collaborateurs pour dire pourquoi est-ce qu'il y a Internet ? Parce que ça apporte du sens, ça apporte de la valeur aux clients. À court terme, pour le collaborateur, il le voit quand même comme du business qui part. Eh ben, il faut donner du sens et expliquer. Chez Yves Rocher, on avait passé beaucoup de temps à expliquer l'œuf et la poule. L'œuf et la poule, c'est pas parce qu'un client est fidèle qu'il devient multicanal, et on l'a démontré avec des chiffres, c'est parce qu'il est multicanal qu'il devient fidèle. Parce qu'on présente plus de points de possibilités, plus de services, et ça attache le client. J'avais discuté avec on l'observe dans toutes les enseignes quasiment. Voilà. Et ça prend du temps d'expliquer ça. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais nous, on demande à nos collaborateurs, à nos vendeurs, de dire merci à un client qui vient en disant « Ah, j'ai repéré ça sur Internet ». Objectivement, c'est un pas qui n'est pas facile à faire, mais il faut absolument qu'il le fasse parce que le client, de toute façon, s'il n'est pas bien servi, il va aller ailleurs. Et il faut miser sur le long terme, alors que nos collaborateurs peuvent être, notamment un vendeur parce qu'ils sont incentivés, peuvent être plus court terme. Donc donner du sens, absolument fondamental. Oui, et on voit dans ce monde complexe aussi de la distribution et des services, et donc quand on parle de multicanal, c'est que favoriser l'engagement des collaborateurs aussi, c'est réduire leur anxiété quant à l'usage des nouveaux outils et des nouveaux canaux. Absolument. Ne pas considérer un client qui a commandé sur Internet ou qui a repéré un produit sur Internet et qui vient en magasin, ne pas le considérer comme un ennemi parce qu'on n'est pas incentivé sur son chiffre d'affaires. Eh bien, et ça va impacter forcément la rémunération du vendeur et donc le calcul de cette rémunération et donc le management. Donc c'est autant de points très complexes pour l'engagement. Et pourtant, nos vendeurs sont rémunérés sur les ventes Internet, alors moins, pas au même niveau. Et pour les ventes Internet, c'est même l'ensemble du magasin, y compris le magasinier, etc., qui va être incentivé. Pour revenir sur l'aspect management et multicanal,
il faut aussi donner d'autres compétences, parce que passer en multicanal, ça veut dire d'autres outils, de la visibilité sur d'autres parcours, d'autres systèmes de livraison. Et donc, c'est accompagner nos collaborateurs aussi dans ces compétences. Et troisième point, c'est aussi écouter et donner plus d'autonomie à nos clients, parce qu'il y a des choses qu'on découvre aussi sur Internet, hein, et puis il y a des besoins auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et je donnerai un exemple, par exemple chez Conforama, on a des exclus web. C'est le truc assez classique. Bien sûr, la gamme qu'on présente sur le web est plus étendue que la gamme qu'on présente sur un magasin, y compris dans notre très grand magasin, par exemple à Bondy. Nos collaborateurs ont dit oui, mais c'est pas juste. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des exclus web disponibles sur tablette, parce que nos vendeurs sont équipés de tablettes. Et c'est en les écoutant que finalement on a fait aussi évoluer notre offre et notre possibilité. Et quand on dit donner du sens, donner les moyens et écouter et partager, moi je dis c'est du vrai management, c'est du management par la motivation intrinsèque, comme disent les RH, et pas par les motivations extrinsèques, c'est-à-dire par ce qui donne du plaisir, ce qui donne de l'intérêt à son travail, ce qui donne du sens. Merci. Toutes ces transformations, Rémi Pernaut, vous les vivez aussi, mais là encore dans un mode différent, et notamment par le fait que vous avez adopté ce qu'on a parlé tout à l'heure, le mode SaaS, hein, vous qui êtes vendeur de logiciels et de solutions de gestion pour les entreprises. Alors, adopter ce mode SaaS dans la commercialisation et dans la relation client, est-ce que c'est faire rentrer le client dans l'entreprise dans un contact permanent, et de ce fait changer aussi l'engagement des collaborateurs à son service? Vous donniez l'exemple tout à l'heure de l'alerte 48 heures. Comment est-ce que ça a bouleversé l'engagement? Effectivement, c'est un vrai bouleversement. C'est-à-dire que en fait, ça remet en cause la production de services, c'est-à-dire que la serviction de l'ensemble des métiers dans l'entreprise. Alors, quelques exemples. Quand aujourd'hui on raisonne SaaS, forcément il y a des SLA, donc des niveaux de promesses de services qui sont plus importantes, puisqu'on doit assurer de la disponibilité. Quand on met à jour nos produits, on met à jour la base sur nos 100 000 clients, etc., etc. Et donc ça veut dire que ça nous a obligés à repenser la façon dont on développait les produits, en étant beaucoup plus agile, beaucoup plus qualitatif, et puis beaucoup plus customer-centric dans nos méthodes. Si je prends un autre métier qui est le métier de la vente, par exemple, ça ouvre de nouveaux champs comme le try and buy. Et forcément, le try and buy pour un vendeur traditionnel, c'est une remise en cause complète de sa méthode de vente. Si je prends le métier du consulting qui accompagnait l'installation de nos produits chez nos clients aujourd'hui, il n'y a plus d'installation à faire. Donc ça veut dire que les consultants doivent monter en expertise et doivent apporter de la richesse en expertise auprès des clients, etc., etc. Les métiers du support, c'est aussi le fait de devoir intégrer des nouvelles technologies digitales au sein de leur processus de séduction. Et donc tout ça, c'est tout ce bouleversement-là qui remet en cause en fait nos méthodes, et qui nous oblige en fait à bouger. Alors pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle le parcours client chez nous. Alors moi, j'ai l'habitude d'évoquer plutôt de la conversation multicanal, et on l'a transcrit et inscrit dans une marque, cette fois qui est le pendant de Customer Power, donc la marque visible de nos clients, qui s'appelle CJ Life, dont l'ambition, c'est d'écrire une belle et longue histoire avec nos clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et comment on s'y prend? Tout simplement, en fait, on revisite chacune des expériences, ou chaque nouvelle expérience à un moment donné est créée. On se pose différentes questions. Alors la première question, c'est comment on fait pour que cette expérience soit simple, et donc simplifier la vie de nos clients. Alors on a technologiquement intégrer un certain nombre de sujets comme le SSO, c'est-à-dire que la possibilité pour un client de se signer qu'une seule fois et d'accéder sur un ensemble de services sans avoir besoin de se re-signer. Comment on fait pour que cette expérience soit personnalisée? Donc là, concrètement aussi, on a proposé de différents services, et notamment un nouveau portail client qui, en fonction de qui est le client, c'est-à-dire non pas le compte tiers, mais monsieur ou madame qui ont une fonction d'entreprise, reçoit ou a accès à des services qui sont propres à son métier. On se pose aussi la question de comment on fait pour faire en sorte que cette expérience soit unique.
Donc dans CJ Life, on a dans cette marque-là, on a une certaine tonalité et donc on a une certaine façon de parler. Donc on essaye d'harmoniser, d'homogénéiser l'ensemble des conversations multicanales, papier, mail ou autres téléphoniques avec nos clients. Et puis on se pose aussi la question du fait de la multicanalité de l'expérience. Comment on fait pour qu'elle soit multicanale. Alors tout ça, pour donner un exemple concret, on l'a incarné dans ce que je disais tout à l'heure, un portail utilisateur, un nouveau portail qui s'appelle cjlife.com. Et dans ce portail, en fait, le client, en se signant une seule fois, en rentrant, donc en choisissant, en précisant qui il a accès à un ensemble de services, alors des services qui sont liés à l'usage, c'est-à-dire comment j'utilise mes produits, et donc il accède directement à ces produits, du contenu, donc tout ce qui concerne la FAQ, les foires aux questions et tous ces éléments-là, tout ce qui concerne la gestion de son quotidien, donc la possibilité de porter réclamation, la possibilité d'accéder à ses factures, ou bien des outils de conversation. Alors on parle, il y a des espaces communautaires, il y a des espaces projets, etc., qui sont inscrits dans ce portail-là. Ouais. Et donc tout ça en direct avec, les clients. Voilà, c'est 65 000 utilisateurs aujourd'hui de ce portail. Et les collaborateurs. Voilà, et puis aujourd'hui 11 000 connexions au jour, par exemple. Voilà. Olivier de Mindet, j'ai lu dans le magazine Culture Service une interview dans laquelle vous disiez, à propos des collaborateurs, ils rentrent pour la marque, ils restent pour les valeurs. Alors quelles sont justement ces valeurs et les sources d'engagement de vos collaborateurs que vous n'appelez pas d'ailleurs collaborateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On est barista ou partenaire, quelles sont ces valeurs et quels sont les leviers d'engagement de ces collaborateurs? Alors les valeurs, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, les valeurs sont scellées dans le Green Apron Book. On a 5 valeurs qui sont très importantes. Il y a l'engagement, la passion, la qualité de l'accueil, je les oublie. Mais vous avez la sincérité et l'attention. La sincérité et l'attention. Et puis il y a deux grandes familles de valeurs, comme vous dites aussi. Hein. Il y a les valeurs financières, parce que c'est comme ça qu'on devient partenaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit toujours, et c'est effectivement, on a l'habitude de dire, Starbucks est une marque qui est très connue, notamment auprès d'une population jeune. Il faut savoir que la moyenne d'âge des collaborateurs chez Starbucks, c'est 26 ans. On a en France 1200 partenaires. Donc on l'appelle des partenaires, pourquoi? Parce que si vous êtes employé depuis 1 an chez Starbucks, vous avez une action. Et vous avez un nombre d'actions qui est fonction de l'ancienneté que vous avez et du poste que vous occupez. Donc chaque partenaire est incentivé par des actions en plus de son salaire et en plus de ses bonus. Et donc du coup, ça c'est la partie, on va dire, financière qui fidélise, même si elle fidélise moins en France parce qu'on est plus taxé sur les actions qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ça fidélise quand même beaucoup les partenaires parce qu'ils ont l'impression que chaque décision qui est prise au niveau de la société va avoir un impact sur eux. Donc ils sont très engagés par rapport à ça. Après, au niveau des valeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs humaines. C'est une société qui est très humaine. Aux États-Unis, Starbucks était la première entreprise américaine à donner la couverture médicale à tous ses employés. Qu'on soit employé à mi-temps, qu'on soit employé pendant 1 ou 2 heures par semaine ou qu'on soit employé à plein temps, tout le monde avait la couverture médicale. Ça a coûté très cher aux États-Unis, à tel point qu'en 2008, quand la société a commencé à connaître des petites difficultés financières, les actionnaires ont demandé au patron de Starbucks de supprimer la couverture médicale pour économiser 30 millions de dollars, ce qu'il s'est refusé à faire, parce que justement, il ne souhaitait pas que ses employés, que ses partenaires souffrent de l'absence de la couverture médicale. Donc c'est une société qui est très humaine. En France, je crois qu'on est le seul acteur en fait de ce qu'on appelle la restauration rapide à n'avoir que des CDI. Pourquoi on nous propose des CDI à nos partenaires, qu'ils soient à mi-temps ou à plein temps? C'est parce que s'ils veulent se trouver un logement, c'est plus facile avec un CDI qu'avec un CDD, puisque quand on a un CDD, on n'a pas un emploi qui est un emploi à longue durée, donc du coup on a plus de difficultés à trouver un logement. Donc ça fait partie des choses qui sont mises en place par la société et qui permettent aussi aux partenaires de se sentir mieux dans leur emploi et donc d'avoir envie de plus donner. Et derrière, on a tout un nombre de formations qui sont mises en place pour que les partenaires continuent d'apprendre les valeurs, continuent de savoir comment les faire vivre au quotidien pour leurs clients, pour que justement il y ait une vraie vie qui soit donnée à ces 5 valeurs qui sont abstraitement rédigées sur les Green Apron Cards et dans le Green Apron Book, mais qu'elles soient vécues au quotidien par les clients. Je voyais dans la salle tout à l'heure, quand on parlait du Green Apron Book et des Green Cards, certains se dirent oui, mais ça c'est des méthodes à l'américaine. Hein. Alors je les ai expérimentés moi aussi, puisque j'ai travaillé chez Pizza Hut comme directeur marketing. On avait aussi des cartes de reconnaissance. Et on nous disait, on nous objectait souvent, voilà, des méthodes à l'américaine. Est-ce que c'est plus difficile? On voit, et je ne sais pas si vous êtes tous convaincus, si vous connaissez ces résistances.
C'est pas plus difficile en France par des aspects culturels d'avoir cette reconnaissance, cette spontanéité? Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être avec un point de vue un peu global quand vous en parlez avec vos collègues américains? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une faculté à l'utiliser quand on est américain qui est juste absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les Américains, dès qu'ils arrivent dans un Starbucks en France, ils voient quelque chose, hop, ils sortent la carte, ils mettent un petit mot, ils la donnent. Il y a vraiment une instantanéité de la chose. C'est vrai qu'en France, on constate que les partenaires qui la reçoivent sont très touchés, sont très très fiers de la voir, et donc on sait à quel point ça peut avoir un impact sur eux et sur la manière dont ils vivent leur expérience chez Starbucks. En revanche, c'est vrai que avoir le réflexe, nous, de la sortir de sa poche, de la rédiger et de la remettre, c'est vrai que c'est plus compliqué, ça s'apprend. En revanche, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui se crée à partir du moment où on voit à quel point c'est important pour les partenaires, on a envie de le faire, et du coup, ça crée ce cercle vertueux de reconnaissance. Nous, ça nous fait plaisir de reconnaître les partenaires, et eux, ça les touche, et ça les motive encore plus d'être reconnus. Je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter. Donc, c'est ce que je vous inviterai, à faire. Merci pour cet autre témoignage. Alors, je voudrais, dans les 9 minutes qui nous restent, peut-être aborder avec vous, de Laval, votre programme. Parce que vous avez aussi un programme qui s'appelle Happy Client. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puis après, je demanderai à Rémi Pernaut de nous dire par rapport à Customer Power, qui est un programme aussi qui engage les collaborateurs, quels sont les meilleurs outils. Mais revenons sur Happy Client. Alors, Happy Client, c'est Happy Client, et comme on est tous les clients, même en interne quand on est en back-office, les clients du front office, c'est Happy Client et Happy Collaborateur. Et c'est écrit. Alors, je prends quand même l'idée, parce que nous, on a aussi un leaflet comme ça, mais il est moins pratique, il ne se range pas dans la poche. Je me dis que la prochaine fois, je vais me prendre un truc comme ça qui est plus facile à transporter. Donc, Happy Client, c'est un programme qui est porté par la direction générale, qui a été bâti avec les équipes. On a mobilisé 150 personnes au siège, dans le réseau, au SAV, dans la logistique. Absolument, tout le monde a été mis à contribution pour définir la cible. Où est-ce qu'on veut être? Et ça a donné en fait 3 gros ensembles de travaux. D'abord, il y a un référentiel de relations clients. Donc très classiquement, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, un client qui arrive et qui dit « Ah, j'ai repéré quelque chose sur Internet », eh ben, il y a un incontournable qui est « Vous le remerciez ». C'est peut-être difficile, mais vous le remerciez. Un client qui a un problème, on s'excuse. Donc c'est un référentiel de relations clients. Autre chose que voit le client, c'est des process. Mine de rien, quand même, il est pas mal impacté par l'organisation de notre travail. Donc on a remis à plat beaucoup de process, en repartant, c'est du best service à la Bill Price, en partant de tout ce qui crée des insatisfactions, des réclamations, mais en partant également aussi de ce que nous ont remonté des pilotes, parce qu'on a expérimenté ça dans 11 magasins, et on leur a dit, allez, carte blanche, vous nous remontez sans tabou ce qui monte, ce qui va pas. Et on s'est engagé, on a fait un PQSR, pas de questions sans réponse. Tous les irritants collaborateurs. Tous les irritants collaborateurs. Ce qu'ils nous ont remonté, on n'y a pas été de main morte. C'était la règle du jeu. On a répertorié ça religieusement. Je dirais juste après ce qu'on en a fait. Donc, un référentiel de relations clients, un travail sur le process, et puis symétrie des attentions oblige. Pour faire ces changements, on s'est penché très sérieusement sur nos référentiels de management. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans l'histoire de Conforama, c'était plein de franchisés, de chaînes de franchises, donc une hétérogénéité incroyable. Il y a des choses bien, mais des choses aussi moins bien. Donc c'est une première étape où on dit, voilà les incontournables aussi du management. Il y a des magasins où on ne faisait pas de starter, le truc le matin qui donne la pêche. Et qu'est-ce que c'est que de faire un starter? Donc tout ça a été inscrit, ritualisé. Et le référentiel de management est aussi partagé avec les collaborateurs. Alors ils disent, bah oui, mais on n'y est pas. Bah oui, c'est pour ça d'ailleurs, c'est une ambition. Et petit à petit, on se met tous en marche vers cette ambition à la fois de relations clients et relations de management. Et c'est décliné dans chacun des magasins avec un plan d'action. Et ce qui en fait un super beau programme, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est parce qu'on est en plein déploiement, c'est les collaborateurs et un peu tout le monde, c'est que c'est collectif. Et ça, c'est hyper important. Tout le monde s'est mis en mouvement et on est de plus en plus dans des boucles d'amélioration. Et il y a des collaborateurs qui font « Ah, mais moi je le savais, ça !» Et le fait de voir les irritants, on ritualise aussi le traitement de ces irritants. C'est tout le comité de direction qui est un a été mobilisé, a été expliqué ce qu'il faisait
pour traiter. Et éventuellement apporter des « non, ben là on n'y peut rien, on ne peut pas faire parce que ça coûte trop cher », mais en donnant les réponses. Et les réponses ont même été de dire « ah ben moi je suis convaincu, ok, j'accepte le non, je comprends ». Oui, c'est un très bel exemple de programme qui illustre effectivement cette symétrie des attentions. Alors Rémi Pernaut, avec du recul sur votre programme dans les quelques minutes qui nous restent, alors à la fois quelle a été votre plus grande surprise dans le déploiement du programme, et peut-être partager ici avec le public les meilleurs outils finalement d'engagement des collaborateurs. Alors, je crois que la plus grande surprise, c'est en fait la rapidité avec laquelle les collaborateurs se sont mis en mouvement, quelles que soient leurs origines, leur métier. Ce qu'on retrouve chez Conforama, c'est ce que vous venez de dire. Il y a un enthousiasme. Après, on est en train de concrétiser, mais... Voilà, on a vraiment, c'est assez impressionnant et une belle surprise. En fait, c'est comme si je me permettais un peu l'exemple, c'est comme si Customer Power, ça avait été un exhausteur de goût. Ça a réoxygéné en fait les collaborateurs et ça leur a fait tous prendre conscience qu'ils avaient chacun dans le vécu du client un rôle à jouer. Et c'était pas forcément une révolution, c'était, je crois que ce que vous appelez à l'Académie de service, c'est des petits bougers souvent. Et ces petits bougers, en fait, c'est difficile pour nous, qui ne sommes pas dans l'opérationnel, dans tous les métiers, tous les jours, de les découvrir. Et donc, dans les bonnes pratiques, c'est de faire trouver ces petits bougers et de faire identifier ces petits bougers par les collaborateurs. Alors, on a fait plusieurs choses. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je pourrais en parler. On retrouve pas mal de vos témoignages sur différents supports, donc en tapant votre nom et CJ, on parle de symétrie des attentions, on parle de symétrie des équipements. On a ouvert un blog, par exemple. Dans ce blog, aujourd'hui, il y a plus de 2000 articles qui ont été produits depuis 3 ans. Il y a 15 rubriques. Dans les rubriques, pour n'en citer qu'une ou deux, il y a notamment la rubrique Wow Wall. Cette rubrique-là, c'est quoi ? C'est le mur de l'enchantement. C'est le mur de l'enchantement. Qu'on retrouve chez Zappos aux États-Unis, qu'on retrouve chez Leroy Merlin en France. Voilà, et là, tout simplement, quand on rentre dans des services, la plupart du temps, ce qui est évoqué, c'est les choses qui ne vont pas. Or, on s'est aperçu très vite que nos collaborateurs recevaient de la part de nos clients des félicitations quand le travail était bien fait. Eh ben, on a tout simplement partagé ça à toute l'entreprise. Donc, on demande aux collaborateurs de nous remonter ces mails-là. Et ces mails-là, ensuite, on les partage dans ce blog-là, ce qui fait que ça met en avant le fait que les choses se passent bien chez certains de nos clients aussi. Et donc, ça donne confiance. Et puis, ça met en avant le collaborateur, sans le dire, qui a fait réaliser ce travail-là. Ça, c'est une bonne pratique. Une autre bonne pratique, c'est le fait de faire des vies ma vie inter-services. C'est-à-dire ce qu'on a constaté, et non pas des vies ma vie, tu prends ma place, etc. Le inter-service, c'est important parce que, en fait, souvent, la relation client, l'enjeu de la relation client, c'est l'interaction entre les services. C'est la fluidité de ce parcours-là. En général, les collaborateurs, dans leur service, sont appliqués à faire bien leur métier. Ils sont là-dessus. Donc l'idée, c'était de faire rencontrer comme ça, de façon très, très informelle, c'est-à-dire des petits déjeuners de 20 minutes. Et c'est l'idée de faire échanger 2 services qui, à un moment donné, dans la chaîne client, interviennent. Et puis que chacun exprime à l'autre le monde contraint dans lequel il est, puisqu'on est dans un monde contraint, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où tout est permis. Chacun a des objectifs, le commercial a des objectifs de vente, la personne qui planifie a des objectifs de planification, et pour bien la planifier, il faut que les ventes soient bien faites, et pour bien vendre, il faut que la planification soit rapidement faite. Et donc l'idée, c'est que chaque service comme ça se présente à l'autre sur ses contraintes, et qu'ensemble, ils trouvent des solutions qui permettent justement de fluidifier la relation. Et là, il y a des pépites qui se découvrent. Il y a rapidement 2-3 éléments. Il y a aussi le fait de montrer que c'est bien un programme qui est porté par l'entreprise. Là, notre directeur général intervient sous forme de chat avec les collaborateurs tous les trimestres. C'est plus de 1000 collaborateurs qui, comme ça, peuvent être chattés en direct avec notre directeur général. Et puis, c'est aussi le fait d'intégrer la satisfaction dans les accords d'intéressement, par exemple. Voilà, et puis plein d'autres choses. Je pourrais vous reparler. Peut-être le mot de la fin pour vous, Olivier Mendès. Alors peut-être je vais prendre une question de la salle et Rémi et Pernaut et Aude de Laval, vous allez peut-être répondre à la personne qui pose cette question. C'est est-ce que vous êtes membre du comité de direction dans votre entreprise en tant que directeur de la relation client ? Oui. Oui. Alors moi je suis au comité élargi, donc juste en dessous en fait du comité de direction. On fait partie des 20 personnalités du groupe. Ouais. D'accord, donc ça répond effectivement à la question des personnes dans le public. Alors pour vous, Olivier de Mendès, vous avez un certain nombre de convictions et notamment, on en a parlé bien sûr tout au long de ce salon stratégie client, de la bonne combinaison entre le digital et la relation humaine. Vous avez des convictions fortes là-dessus et quel regard vous portez là-dessus ?
Bon, en fait, la conviction qu'on a, d'abord, nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un produit qui ne peut pas se consommer par Internet. C'est assez compliqué de boire un café de manière dématérialisée, parce que ça n'existe pas pour l'instant, en tout cas. Et donc, du coup, pour nous, la relation client, la connexion client, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, on est en train de changer un petit peu le vocabulaire qu'on utilise au quotidien. On ne parle plus de transaction, on parle de connexion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin que le client se sente bien. Et ce qu'on constate tous les matins, on a beaucoup de gens qui viennent le matin chez nous pour prendre un café avant soit de prendre les transports en commun, soit avant d'aller dans leur bureau. Et constate qu'à chaque fois qu'ils sont bien accueillis, qu'on leur dit bonjour, qu'on leur sert leur boisson préférée et qu'on les remercie avant qu'ils partent, ils ont le sourire. Et c'est vrai que ça fait partie, c'est la mission de la marque telle qu'elle a été présentée par notre président fondateur, c'est de nourrir l'esprit humain. Chaque café, chaque client et dans chaque quartier à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se donne une mission pour nous, c'est de donner un espèce de petit moment de bonheur à chaque client qui vient chez Starbucks le matin pour que quand il arrive à son bureau, il ait le sourire et il se sente un petit peu moins oppressé que quand il était dans le métro un quart d'heure avant, serré comme une sardine parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est important. Et même si la digitalisation est importante pour maintenir la relation client, pour nous, il n'y a rien de tel que le contact humain, surtout dans un monde où en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui se passent qui montrent que le monde a des difficultés, il y a beaucoup d'attentats, il y a beaucoup de guerres un petit peu partout. Et c'est vrai que les gens ont besoin de trouver refuge et ont besoin de trouver de l'humanité dans certains emplacements. Et Starbucks fait partie des endroits où les gens viennent parce qu'ils trouvent cette humanité. Merci beaucoup, c'est le moment d'applaudir nos invités. Aude de Laval, Olivier de Mendez et Rémi Pernaut. Et je vous souhaite à tous un bon salon et de bonnes découvertes d'autres conférences et ateliers. Merci beaucoup.